Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Simona Dvorak et Tadeo Kohan. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Simona Dvorak et Tadeo Kohan pour le 3e volet du projet curatorial Actes de langage à la Maison populaire de Montreuil. Bienvenue Simona, bienvenue Tadeo. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de qui vous êtes, Simona ? Bonjour tout le monde, donc moi je m'appelle Simona Dvorak, je suis d'origine tchèque, je suis l'historienne de l'art de formation et j'ai étudié aussi dans l'art contemporain et son exposition. Je suis donc commissaire d'exposition. Depuis que je suis à Paris, je travaillais dans des endroits institutionnels, dans des musées, mais surtout beaucoup dans une pratique indépendante. Je travaille notamment dans Initiative for Practices and Visions of Radical Care, qui était fondée par Natasha Petrichin-Bachelet et Elena Sorokina. Je suis actuellement à la résidence à la Maison populaire de Montreuil avec Tadeo, où on travaille sur le projet Actes de langage que l'on va vous décrire tout à l'heure. Tadeo. Bonjour, moi je suis Tadeo Kohan, donc je suis également commissaire d'exposition. Moi je suis d'origine suisse et je vis en France depuis 13 ans environ. Je suis venu pour faire mes études de linguistique et de philosophie de l'art et j'y travaille dans des musées comme assistant d'exposition et depuis 5-6 ans comme commissaire indépendant entre la Suisse et Paris. Et puis cette année à la Maison populaire avec Simona. Merci et bienvenue. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter Actes de langage en général, puisque là, on va parler ensuite du 3e volet, mais les 2 précédents alors. Actes de langage, c'est un titre qu'on a choisi avec Tadeo pour l'ensemble des 3 expositions que vous avez pu voir à la Maison populaire. Et l'idée de ce sujet, c'était qu'on était très intéressés par la question des langages, langage comme un outil de l'émancipation, mais aussi un outil en sens négatif, comme quelque chose qui peut détourner, manipuler, stigmatiser, qu'est-ce qu'on voit autour de nous. Et aussi, qu'est-ce que nous intéressait, c'est à travers de quelles formes cela peut être détourné. Par exemple, on a des formes médiatiques, de qu'est-ce qu'on voit dans la télé, qu'est-ce qu'on lit dans des journaux. On a des formes historiques, donc on a beaucoup travaillé sur la question de l'archive, notamment sur cette rapport-là. L'idée de Actes de langage, elle est venue d'utiliser les 3 expositions comme un moyen de différents dispositifs qui montrent à sa manière ces approches différentes. Donc, pour donner un exemple très concret, je peux vous parler un petit peu des premières expositions qui avaient lieu en début d'année 2023 de Zbigniew Baladran qui s'appelait Des fissures dans l'archive. Il travaille sur des différentes formes de savoir où il utilise des informations qui viennent de ressources variées. Et il s'est intéressé beaucoup à une forme de propagande. Il a travaillé beaucoup sur la question comme notamment des informations dans la presse. Il change d'une époque à l'autre, une époque totalitaire jusqu'à le régime néolibéral, notamment beaucoup sur qu'est-ce qui se passe à l'Ukraine en ce moment aussi, et des offensives russes. Donc ça, c'était un point de départ. Et le second volet ? Et du coup, le second volet, on a voulu poursuivre cette question du langage comme agissant sur la réalité. Donc après cette première exposition sur le langage comme archive, comme document, on a voulu s'intéresser au langage comme outil d'émancipation et de partage dans une expo qui s'appelait choralité. Donc la choralité, c'est un terme qui vient du théâtre, qui n'est pas le chœur, comme on connaît le chœur antique, où tout le monde parle d'une seule voix, mais c'est l'idée qu'une histoire, une voix collective se crée à partir de différents éléments et de différentes voix individualisées. Pour cette expo-là, on a voulu s'axer sur la question du chant en particulier et de la voix collective. Et on a invité 4 artistes ou collectifs d'artistes à présenter des œuvres existantes, des œuvres souvent vidéo, qui permettaient d'écouter les voix chantées ou narrées d'histoires individuelles, souvent tues, cachées ou invisibilisées. On avait invité Charwa Tsai, Jérôme Ellis, Cyrine Fatou et Leila Sanna et Victoria Santa Cruz, qui est une artiste dont on a présenté une vidéo mais qui est décédée aujourd'hui. Et pour agencer cet espace-là, on a invité Sadi Choua, qui est une artiste belgo-marocaine, qui a proposé de créer toute une installation qui serait comme une forme de salon d'accueil pour toutes ces voix,
où le public de la Maison Pop était invité à s'installer assez confortablement. Il y avait des assises, beaucoup de fauteuils, des hamacs, des tapis, et c'était du coup un espace pour regarder les œuvres d'art, les écouter, mais aussi pour avoir accès à des livres, à des lectures, à des textes et à différents éléments comme des podcasts qui permettaient d'écouter toutes ces voix qui ensemble créent cette exposition qui parlait d'une forme de liberté. Aujourd'hui, en ce moment, c'est jusqu'au 16 décembre. Les habitants de Montreuil, mais pas que, peuvent donc découvrir Empêcher le silence de parler trop fort. Vous avez réuni 3 artistes. Qui sont-ils et quels sont les propos de chacun d'entre eux? Peut-être qui sont-elles, parce que c'est 3 artistes femmes qui sont les 3 en fait des artistes qui viennent du monde de la performance et de la scène, donc également du théâtre. Donc nous, ce qui nous intéressait dans cette exposition, c'était de réfléchir à la parole, toujours à cette question du langage, mais essayer de voir ce qui restait quand on n'avait plus que accès à l'écoute, c'est-à-dire un rapport direct à la voix, et qu'on oublie d'une certaine manière les autres sens, qu'on laisse disparaître en fait les corps et les décors de la performance pour avoir accès uniquement à cette voix-là. On a invité ces 3 artistes avec qui on a beaucoup réfléchi comment présenter leur travail sans la scène, et on est parti sur une idée de présenter uniquement des pièces sonores. Peut-être je peux commencer avec Pamina de Coulon, qui est une artiste qui travaille sur scène, toujours seule en scène, d'ailleurs les 3 travaillent seule en scène, et qui voit son travail performatif comme une sorte de discours fleuve. En fait, elle emmagasine et elle réécrit tout un tas de références qui sont personnelles, politiques, médiatiques, qui peuvent venir de la littérature ou d'anecdotes qui lui sont arrivées, et elle en fait une sorte de discours qu'elle déverse d'une certaine manière sur la scène et qui est destiné à être écouté et qui réfléchit à la fois à des problématiques de forme, c'est-à-dire qui a la parole, qui peut parler et qui a la puissance du discours, on va dire, et d'un autre côté sur le fond où elle parle de beaucoup de fragilité, à la fois fragilité des corps, elle parle de sa maladie chronique, mais aussi fragilité de la Terre, de la planète et comment relier l'individu et l'environnement. Kaije Kagame. Kaije Kagame, donc c'est une artiste qui est suisse et de Rwanda et qui a présenté une pièce qui était assez différente d'autres artistes pour cet exercice-là. Elle nous avait proposé une très belle pièce où on peut en fait entendre plutôt de qu'est-ce qui se passe avant et après de monter sous la scène. C'est un enregistrement qui est assez court, mais dans lequel elle retrace 16 représentations d'une pièce qui s'appelle Intérieur de vie, dans laquelle elle dénonce le racisme structurel. Donc, elle raconte un petit peu dans cette pièce de qu'est-ce qui se passe aussi dans le monde de la scène et comment notamment elle peut être confrontée par des metteurs en scène blancs, hommes, qui peut aussi avoir justement un positionnement assez désagréable face à l'artiste. Qu'est-ce que nous on peut entendre, c'est justement de toute cette mini-combat qu'elle ressent, et des mouvements d'émotions, qui peut être beaucoup de doutes aussi, et beaucoup des inquiétudes, etc., mais aussi beaucoup de joie et beaucoup de l'espoir qu'elle ressent. Julia Perazzini. Et la pièce de Giulia Perazzini qui s'appelle Le Souper, elle a décidé de la proposer en entier à l'écoute, mais chapitrée. Donc on peut choisir la navigation quand on écoute la pièce, qui dure plus ou moins 1h40. Et c'est une pièce qui est aussi un seul en scène, où elle est dans un dialogue en fait avec son frère, son grand frère, qui est décédé avant sa propre naissance. Et toute la pièce est une sorte de réflexion sur la disparition ou l'absence de ce qu'aurait été ce frère qu'elle n'a jamais connu, mais qui a été présent dans toute sa construction et son histoire familiale. C'est assez beau de voir la Maison Populaire habitée par votre exposition. C'est assez minimaliste justement, donc c'est mur blanc avec 3 espaces, 3 micros. En quoi ce lieu-là vous a-t-il inspiré ? Pour nous, la Maison Populaire, c'était justement une inspiration assez importante pour ces projets, parce que parlant de langage, on s'est posé aussi beaucoup de questions à qui on s'adresse dans l'art contemporain de manière générale. Et qu'est-ce que nous a plu dès le début, quand on a écrit le projet pour la Maison Populaire, avec des langages, c'était justement de la destination d'un public qui n'est pas un public habituel de l'art contemporain, et comment on peut s'approcher des personnes qui sont vraiment concernées par ce qu'on traite dans nos sujets. Donc le public des Maisons Populaires, dès le début, était très important pour nous. Et le fait que le centre d'art, c'est un espace de passage. On ne va pas là-bas volontairement aussi parfois, mais on se retrouve là-bas par hasard. Donc c'était vraiment quelque chose avec quoi on a travaillé aussi, comme la résidence de Catherine Radosa, qui travaille beaucoup dans l'espace public et qui on avait vraiment invité avec cette intention-là. Un mot sur les prochains rendez-vous ?
Et bien justement, le prochain rendez-vous aura lieu le 27 novembre au cinéma Le Méliès à Montreuil. Et ce sera l'occasion de découvrir justement ce travail d'1 an que Catherine Radosa a mené à Montreuil en rencontrant en grande majorité des femmes sur la question du mot fraternité et son existence dans l'espace public. Et elle a créé une pièce sonore qui a été diffusée lors de la Nuit Blanche de cette année avec une marche dans l'espace public sur la place de la Fraternité. Et le 27 novembre, elle présente ce film, donc le résultat de cette année de recherche et de travail au cinéma Le Méliès. Merci beaucoup. On vous souhaite le meilleur pour la suite de cette exposition et on invite l'ensemble des auditeurs à venir absolument la découvrir ou plutôt à écouter. C'était Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Simona Dvorak et Tadeo Kohan.